assis confortablement. Je trouve mon assise sur ma chaise. Je place mon dos droit autant que possible, sans tension, sans raideur. Mes pieds sont posés à plat sur le sol et je me détends. Je peux garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts et je les pose consciemment sur un point devant moi. Je prends un moment pour me centrer, pour rassembler toutes mes énergies à l'intérieur de moi et j'utilise le souffle comme un ancrage. Je suis à l'écoute de ma respiration, de ce rythme régulier de mon souffle dans mon corps. Je suis conscient que mes pensées s'apaisent tranquillement. Je reste simplement concentré sur le rythme apaisant de ma respiration. Je suis conscient des bruits, des sons dans la pièce et je les laisse tels quels être ce qu'ils sont. Tout en ayant les yeux semi-ouverts, je suis conscient de ce que je vois. Je suis conscient des 4 murs de la pièce. Je suis conscient des mouvements dans la pièce. Et je demeure stable, ancré dans le rythme de ma respiration. Il y a en moi un espace de calme, de tranquillité, que rien ni personne ne peut perturber. Tranquillement, je m'abandonne à cet espace en moi que je connais peut-être peu ou pas assez. C'est un espace que je découvre en ralentissant le rythme de mes pensées, en ressentant tranquillement le calme, le silence se déposer entre chaque mot, chaque phrase. Et lorsque j'apprivoise tranquillement cet espace, je ressens du bien-être. Un bien-être qui me fait réaliser que c'est ça. C'est bien cela que je cherche, la paix, le calme et l'harmonie. Lorsque je suis en harmonie avec moi-même, avec mes pensées, mes sentiments et mes émotions, quelles qu'elles puissent être, alors c'est comme si je faisais la paix en moi, avec moi.
Je découvre avec plaisir cette stabilité. C'est comme si tranquillement je m'enracinais, tel un arbre qui va puiser profondément dans la terre, dans le sol, pour établir ses racines, son assise. Je deviens peu à peu immobile, non pas figé, mais calme, comme l'eau d'un lac à la tombée du jour. Je ne désire rien de particulier. Je ne veux rien. Ou plutôt, je n'ai qu'un seul désir: cultiver, approfondir ce calme, cette tranquillité qui m'habite. Je suis l'acteur de ce moment de tranquillité. Je crée chaque moment, chaque instant. J'en fais un moment de qualité parce que j'ai à cœur de me respecter profondément. Respecter ce calme, cette paix qui est mon identité d'origine. Ma nature, ma véritable nature d'origine. Et je prends conscience que lorsque je crée des moments comme celui-ci, en moi-même, pour moi-même, alors c'est un geste d'amour. Un geste d'amour de moi-même, un geste profondément bienveillant. C'est dans ces moments où je peux retrouver le calme et surtout la stabilité que je m'accorde tant de valeur. Je prends quelques instants pour savourer cet espace que j'ai créé en moi. Un espace de plénitude. Bonsoir à tous et à toutes. Om Shanti, salutations de paix. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir, non? Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois à l'émergence? Oui, très très bien. Il y a des nouveaux visages que je ne connais pas. Peut-être vous ne me connaissez pas non plus. Alors je m'appelle Anne-Christelle et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir
parler de méditation. Chaque mois, on a une conférence mensuelle sur la méditation et on essaie toujours d'associer la méditation avec un thème, avec différents aspects. Ce soir, on a un très beau thème sur la stabilité. Qui n'a pas besoin de stabilité dans ce monde, n'est-ce pas? Avant de commencer, de me lancer avec vous dans le thème, j'aimerais faire quelques petites annonces. On est donc mercredi. Ce vendredi, on a une soirée. Chaque année, on célèbre, on souligne l'anniversaire du décès de notre fondateur, Brahma Baba, que vous voyez ici. Alors, ça va se passer ce vendredi. Et c'est une soirée, comment je dirais, une soirée de différentes expériences qu'on vous propose. L'idée, c'est de vous présenter cet homme, présenter sa spiritualité, une spiritualité extrêmement vivante qui a inspiré tellement de gens à travers le monde et qui a permis l'émergence de tant de différents centres de méditation comme le nôtre à travers le monde. Alors vous êtes les bienvenus, 19h, vendredi jusqu'à 20h30. Dimanche, on a un atelier pour jeunes adultes. Alors vous êtes tous très très jeunes, n'est-ce pas? De cœur. On n'a pas mis d'âge sur l'affiche cette année, mais j'imagine que c'est toujours entre 18 et 35 ans. On peut pousser évidemment un peu plus que 35. Très 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 beau thème que les jeunes adultes ont choisi cette année. Suis tes rêves. Alors, bienvenue à toute personne qui souhaiterait venir. Donc ce dimanche, à 13h30, 16h30. Et on a un atelier le samedi 27 janvier également, à 13h30, sur créer son futur. Alors je dois dire, entre les deux, suite et rêve, créer son futur, il y a une connexion parce que c'est le mois de janvier et on a toujours des belles résolutions. Avez-vous des résolutions au mois de janvier? Ou avez-vous déjà oublié vos résolutions? Vous inquiétez pas, je pense que beaucoup ont déjà laissé de côté leurs résolutions. Mais ce qu'on aime faire en fait à l'émergence, c'est pouvoir profiter de ce mois de janvier pour essayer de bâtir, construire du neuf, essayer d'élaborer en fait une vision de ce qu'on a envie de vivre à travers les prochains mois, à travers l'année, et qu'est-ce qu'on a envie de créer dans sa vie. Et en fait, dans ce qui est, on va dire, commun à ces deux ateliers, c'est que dans les deux cas, les participants vont être invités à élaborer un horoscope spirituel. Alors pendant toute l'année, vous aurez comme une sorte de plan, de roadmap, comme on dit en bon français, de guide, de trame, pour justement avoir une année qui soit absolument exceptionnelle. Ce que je vous souhaite. Voilà, alors pour les petites annonces, je salue également ceux qui nous suivent ce soir en ligne. Et en parlant de stabilité, aujourd'hui, je pensais à une personne qui est venue ici à l'émergence, ça fait des années, mais que j'avais eu la chance de rencontrer en Inde, puisque la méditation, ce type de méditation qu'on enseigne ici vient de l'Inde, le Raja Yoga. Alors plusieurs d'entre nous sommes déjà allés là-bas et on aime beaucoup y voyager et faire ce qu'on appelle des retraites spirituelles, des pèlerinages, ce type de voyage intérieur dans lesquels on découvre tellement de belles choses et on rencontre aussi des gens absolument extraordinaires. Et j'ai pensé à lui aujourd'hui, je me suis dit, tiens, mais oui, lui, il s'appelle Ram Prakash. Est-ce qu'il y en a qui l'ont rencontré ici à l'émergence il y a quelques années? Oui. Et tout un phénomène. Et je me dis, mais oui, tiens, lui, c'est vraiment un héros de la stabilité. Quelqu'un qui a vécu, en fait, l'épisode des tours jumelles, vous vous souvenez, le 11 septembre 2000, je ne sais plus combien, 2001 déjà, ça va vite. Et en fait, il travaillait à l'époque dans une des tours jumelles, dans une des entreprises qui a été établie là-bas.
Et puis bon, ils étaient tous très conscients que ça ne se passait pas bien, qu'une des premières tours, je pense, était déjà effondrée. Et il y avait vraiment panique à bord, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est un homme dont la vie a basculé après cet épisode-là, parce qu'il a fait vraiment le tour du monde, le tour de l'Inde notamment. C'est un Indien d'origine, mais établi à New York, mais il a donné énormément de conférences sur son expérience. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vécu, c'est un moment de stabilité, on va dire, ultime, extrême, une stabilité qu'on aimerait tous vivre. Et c'est très beau. Et en fait, ce qu'il racontait, c'est que, de prime abord, il était clair qu'il fallait qu'ils évacuent la tour dans laquelle ils étaient. Et donc, bon, il y avait toute une équipe dans l'étage où il travaillait. Et il a bien vu que, de toute façon, tout le monde paniquait et que ça allait pas se passer comme ça, en quelques minutes. Mais ce qu'il a vécu et qui est très inspirant, c'est que cette stabilité, il l'a vécu vraiment au niveau de ses pensées. Ce qui m'a énormément touchée quand il relatait son expérience, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup de pensées, voire quasiment pas. Il y avait juste le seul désir intérieur de vouloir aider tous les gens, tous ses collègues qui étaient avec lui et faire en sorte qu'ils évacuent les bureaux, qu'ils évacuent le plus rapidement possible la tour. Et en fait, il est resté extrêmement stable. Il y avait, ici, quand on commence à méditer, on découvre les différents types de pensées qui peuvent nous habiter. Et pour ceux qui méditent, je pense que vous connaissez bien la catégorie des pensées perdues, des pensées complètement inutiles, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Toutes ces pensées. Alors là, on peut imaginer des pensées d'une intensité assez extrême dans ce moment-là. Et en fait, ce qu'il relatait, c'est que ce genre de pensée, il n'y avait rien dans son esprit. Il y avait juste une clarté qui l'amenait à prendre calmement, sereinement, chaque décision au bon moment. Parce que pour amener un groupe de personnes à aller dans la même direction alors que tout le monde panique et qu'il y a énormément de chaos autour de soi, c'est pas évident. Ça prend énormément de leadership, déjà, d'une part, et on vous suivra pas si vous n'êtes pas calme vous-même. Et donc finalement, je rentrerai pas dans les détails, mais bon, ils ont eu énormément d'aventures. Les ascenseurs étaient bloqués, évidemment, comme on peut l'imaginer. Les circuits électriques, ça marchait plus. Les escaliers de secours, ils ont eu des jets d'eau, des choses d'incendie qui coulaient dans tous les sens. Inondations. Ils ont essayé d'un côté d'un escalier, ça marchait pas. À un moment donné, il y a un pan de plafond qui s'est effondré à cause des inondations. Ils sont remontés, ils ont pris un autre escalier. Finalement, ils ont réussi à descendre et à travers bien des aventures, un parcours à obstacles. Mais c'est ça, ce qui m'a énormément inspiré, c'est ce cœur en action. C'est là que j'ai compris à quel point cette stabilité était possible, parce que dans ce moment-là, cet homme-là était profondément connecté avec ce qu'il y avait de plus essentiel en lui, c'est-à-dire vouloir aider. On parle vraiment de valeur, on parle vraiment d'altruisme. Pas juste je vais t'aider pour te faire plaisir, là. Juste parce qu'on sent que ce qu'il y a de plus précieux dans un moment comme celui-là, c'est la vie. On a envie de rester en vie, on a envie de prendre soin de la vie, on a envie de prendre soin des gens autour de soi, et on n'a qu'une envie, c'est s'en sortir. Et c'est intéressant parce que je lisais un jour à un moment donné un livre qui relatait justement c'était des interviews qui avaient été menées auprès de personnes interrogées à propos de faits où ils ont dû justement faire preuve d'énormément de courage, de bravoure, d'aller sauver quelqu'un, ou une personne était interrogée, je pense, puis il avait vu quelqu'un s'élancer sur la voie du métro,
le métro n'était pas encore là, mais en quelques secondes, là, tu te demandes vraiment ce que tu fais, ce que tu vas laisser la personne, ou bien ce que tu paniques toi-même. Quelle est vraiment ma prochaine pensée? Quelle est vraiment ma prochaine action? Et dans ces moments-là, ce qui m'avait marqué, c'est ce qui revenait toujours dans leur témoignage, c'est le pas de pensée. C'est je sais ce que j'ai à faire, je le fais et c'est juste, c'est bon, c'est aligné parce que mon cœur est engagé dans l'action. Mon cœur, je suis connectée avec ce qu'il y a de plus profond en moi, avec mes valeurs. Alors c'est intéressant de lier stabilité et valeurs. Une personne me racontait en 2017, l'année dernière déjà, vraiment un épisode banal du quotidien, ça nous arrive tous. Elle s'était préparée pour une rencontre importante avec plusieurs personnes, puis comme on sait, il fait très froid à Montréal, c'est pas évident de sortir de chez soi, mais bon, elle s'y rend, puis finalement pour découvrir que les gens qui devaient venir, ben non, ils avaient décidé que dernière minute, ça ne les tentait pas, ils n'avaient plus envie de se présenter. Et je me souviens, on parlait justement de stabilité, et puis je dis, mais alors comment tu as réagi? Est-ce que tu t'es senti outré? Est-ce que tu t'es senti déstabilisé par la situation? Et puis il me dit comme ça, oui, effectivement, les premières minutes surtout, après ils m'ont témoigné assez rapidement les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas venus. Oui, je me suis sentie... j'ai senti qu'on me manquait profondément de respect. Et j'ai dit, quelles ont été tes pensées? Qu'est-ce que tu as eu comme pensée par rapport à ces personnes-là qui t'ont posé un lapin? Est-ce que ça se dit au Québec, poser un lapin? Ouais. Et en fait, il me disait, oui, j'ai bien vu que je pouvais aller dans une pente très, 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 très facile. Je pouvais aller m'aventurer dans des pensées comme, mais pour qui ils se prennent? Il manque profondément de respect. Oui, je me sens heurtée. Ça me tente même plus de les voir. On pourrait continuer comme ça, on pourrait en avoir plusieurs. Les pensées se multiplient très rapidement. Et pas tous les types de pensées se multiplient rapidement. En général, ce sont les pensées négatives, les pensées perdues. C'est comme ça qu'on les catégorise dans la méditation du Raja Yoga. Les pensées, on va le voir, plus positives, ça prend du temps avant de les multiplier. Elles ne viennent pas comme ça en abondance. Pourquoi? Parce que on n'est pas habitué à en créer énormément. Et alors, pour revenir à mon histoire, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est qu'il me disait, regarde, à un moment donné, j'ai vraiment choisi de me dire non, stop. Ce que ces personnes-là ont fait, ça les regarde. Moi, je choisis d'être fidèle à mes valeurs. Et dans cette situation, ce qui m'importe, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis rendue à cette rencontre, j'étais à l'heure, j'étais prête, j'étais préparée, ça s'est pas produit. Et pour essayer justement de transformer ce qui m'embêtait, cette insatisfaction, puis aussi cette colère, on va dire, contre ces personnes qui auraient pu me frustrer, je me suis dit non, c'est absolument juste. Elle devait me faire vivre ça et moi, mon rôle, c'est de ne pas me laisser affecter, de garder, de créer ma stabilité. Et j'ai aimé ça parce qu'il y avait vraiment là encore, je me suis dit, tiens, le cœur est où dans cette situation? C'est non, Christelle, ce qui m'importait, c'est d'être fidèle à mes valeurs. La fidélité à ces valeurs, ça se traduit comment? C'est je fais des choses qui m'importent, dans lesquelles je sens que je me respecte. Et si les autres ne me respectent pas dans une situation, ça ne m'affecte pas. Pourquoi? Parce que j'arrive justement à être solide dans ma dignité, dans mon respect de moi-même.
Alors, j'aime bien le thème ce soir parce que c'est méditer, pas pour être stable. Vous vous souvenez du thème ce soir? C'est méditer pour devenir stable. Cet après-midi, j'y pensais, puis je me dis, c'est quoi le thème vraiment? C'est devenir. Et on n'est pas stable forcément du premier coup. Hein. La vie nous envoie plusieurs situations. Et tranquillement, on va aller apprendre à se positionner dans chacune des situations pour construire sa stabilité. Dans stabilité, ce qui me vient comme image et que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais pas si un jour j'avais donné une conférence, puis je parlais beaucoup de petits yogis indiens assis sur leur piédestal. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent peut-être de ça? Oui. Et c'est drôle, cette image-là encore m'est revenue. Pourquoi? Parce que c'est un temple en Inde qu'on peut visiter lorsqu'on se rend sur le mont Tabu, dans le Rajasthan, où se trouve justement la maison mère de centres comme celui-ci. Et ce temple est magnifique, très ancien, tout en blanc, marbre blanc. Et donc, il y a une galerie de 108 différents petits yogis assis. Et ils sont absolument fascinants à contempler, à regarder, parce que chaque yogi dégage quelque chose de différent. Pourtant, ils sont en apparence tous les mêmes. Ils sont assis en tailleur, le dos très 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 droit, le visage posé, calme, mais chacun a été façonné dans le marbre. Et cet après-midi, je pensais à stabilité et je les ai revus, mes petits yogis, à nouveau refaire surface dans mes pensées, dans mes souvenirs. Et je me suis dit, waouh, la stabilité, c'est vraiment la qualité de quelqu'un qui a appris à découvrir quelque chose de profondément sacré en lui. La stabilité, c'est vraiment quelque chose qui est relié avec le sacré. Pourquoi? Parce que pour rester stable, eh bien, on peut essayer de faire bonne figure. On peut essayer de ne pas s'emporter, on peut essayer d'être bien poli dans une situation alors qu'on peut nous insulter. On peut essayer toutes sortes de choses. Quand je dis bonne figure, c'est vraiment se construire une attitude, une sorte d'apparat qui fait qu'on ne perd pas la face, par exemple, dans une situation. C'est pas vraiment ce genre de stabilité, n'est-ce pas, qui nous intéresse? Je pense que quand on vient dans un centre de Raja Yoga, on aspire à une stabilité qui renvoie vraiment à une très, très forte authenticité. Il y a des journées qui se passent pas tout le temps comme on aimerait. Ça vous arrive, vous, d'avoir des journées comme ça? Vous vous levez, vous avez peut-être hyper mal quelque part dans votre corps, vous avez juste envie de vous recoucher. Vous avez l'impression que vous n'avez pas traversé la journée. Et pourtant, si, il faut que vous vous leviez. Quelqu'un ou plusieurs personnes vous attendent quelque part au travail, dans la ville. Vous avez des rôles, des responsabilités à jouer. Donc, vous menez votre journée. Et puis, il peut y avoir toutes sortes de nouvelles qu'on vous annonce. Il peut y avoir des plans qui changent durant votre journée, qui vous mettent complètement, qui vous prennent au dépourvu. Je pense qu'on a notre lot en général d'événements comme ça. Et ce que j'aime dans la stabilité, c'est justement le caractère sacré. C'est que la méditation nous amène justement à découvrir qu'il y a un espace en nous qui est absolument extraordinaire. J'aime l'appeler sacré. Parce que sacré, attention, dans les temples, là, on ne rentre pas n'importe comment. Pourtant, j'y vais assez souvent en Inde. La dernière fois que je suis allée, je me suis encore fait avoir. On arrivait et puis bon, on avait appareil photo, cellulaire, tout ça. Puis je me disais non, ça ira, on a juste
à laisser la bouteille d'eau sur place. Non, il faut vraiment pas se dévêtir, mais se dépouiller. Quand tu rentres dans un temple, tu peux pas prendre de photos n'importe comment. Tu peux pas rentrer en chaussures. En Inde, c'est pas forcément très propre, comme vous le savez. Donc, quand on vous demande d'enlever vos chaussures, vous êtes là comme oups. Mais c'est un temple, il faut respecter, c'est sacré. Hein. Quand les hindous vont pour prier dans un temple, là, wow, on réalise qu'on rentre dans un espace particulier. Et imaginez que dans votre conscience, c'est la même chose, que c'est un temple, que c'est magnifique, que c'est blanc, plein de marbre, que c'est sculpté. Le marbre blanc indien, c'est très luisant. Je ne sais pas ce qu'ils font à leur marbre. Les statues qu'ils font sont superbes, elles sont très très luisantes. Et notre conscience aussi, quand on apprivoise le fait d'y revenir, d'aller s'y balader chaque jour, on finit par polir quelque chose à l'intérieur de soi. Ce qui m'épate d'ailleurs quand on rentre dans les temples en Inde, ils sont tellement vieux, tellement anciens, centenaires et plus, peut-être millénaires. Il y a vraiment des endroits où la dalle est creusée. La dalle s'est creusée légèrement. Le marbre, paraît-il, c'est une pierre qui est... je dirais pas molle, mais c'est une pierre qui, on va dire, recueille assez facilement les impacts. Et c'est étrange de voir que là où les gens vont se poser, s'arrêter, s'agenouiller, se poster, souvent justement les hindous vont prier devant des figurines, devant ce qu'on appelle des dieux et des déesses de l'hindouisme, là devant nos petits yogis qui sont tous assis sur leur piédestal. Le marbre est creusé à certains endroits. Et donc c'est beau de voir que le temps, les gestes, les habitudes des gens vont créer quelque chose. Et nous, c'est la même chose. On rentre dans notre conscience en méditant. Et plus on apprivoise ces moments-là de méditation, plus il y a quelque chose qui se creuse. Déjà, l'habitude se creuse avec le temps. Est-ce qu'il y en a qui méditent peut-être de temps à autre ou régulièrement dans cette pièce? Oui, soyez pas timide là de le dire. Je trouve que c'est une action tellement belle, tellement noble de méditer qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Je me rends compte de plus en plus, que ce soit au travail ou quand on rencontre des gens ou avec des amis et que les gens nous demandent est-ce que tu médites? Oui, vraiment, les gens ont énormément beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que c'est comme faire de l'exercice ou c'est comme un art, ça demande une pratique, la méditation. Qui dit pratique dit bien se réserver du temps, discipline, on fait les choses avec attention. La méditation, c'est ça. C'est se créer ces moments chaque jour où, attention, je suis la personne la plus importante au monde. Avez-vous déjà fait cette expérience avec vous-même? Est-ce que vous êtes déjà invité pour le thé spirituel? Vous savez, les Japonais, ils ont la cérémonie du thé sacrée au Japon. Très important. Si on vous offre le thé, j'ai jamais vraiment assisté. Je suis jamais allée au Japon, mais j'ai eu des amis japonais qui m'ont parlé de ça, qui m'ont offert du thé. Les Japonais sont très très connus pour leur délicatesse, leur raffinement, leur politesse. Et effectivement, c'était pas une cérémonie, mais quand on accepte de prendre un thé, vous imaginez un thé vert, on voyage déjà, on est au Japon. Oui, c'est très très agréable. Alors la méditation, c'est un moment où on se convie, on s'invite à prendre le thé et on se rencontre avec soi-même. Ce qui décourage beaucoup de gens
quand ils commencent à méditer, c'est justement l'instabilité qu'ils vont découvrir. Des fois, dans les temples, on rentre, puis bon, il y a bien du monde. Avant de découvrir ce qu'on veut vraiment découvrir, faut marcher. La dernière fois, j'y suis allée, il faisait extrêmement chaud, le sol brûlait. On marchait vraiment, c'était comme marcher sur un brasier. Et bon, et d'accord, était là. Moi, j'y allais pour montrer à des personnes, donc je connaissais déjà le temple en question. Mais il fallait une volonté, il y avait beaucoup d'Indiens. Là-bas, en Inde, c'est peuplé, hein. Donc c'est toujours des foules, hein. C'est pas une personne ou deux là autour de nous, c'est des foules. Alors il faut être persévérant. Et c'est un petit peu la même chose quand on rentre dans notre temple intérieur. Il y a des foules aussi. Est-ce que vous avez déjà rencontré des foules à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez une idée à quoi je fais référence? On a une foule de pensées. Est-ce que je me trompe? On peut avoir une foule de pensées. Je vais nuancer. Il y en a pour qui, effectivement, avec la pratique, ils arrivent à se frayer un chemin assez rapidement. À tasser, comme on dit, les pensées. D'autres, comme on dit, ça se bouscule au portillon. Il y a beaucoup de monde à l'entrée et c'est très difficile de rentrer dans son temple intérieur. Alors, je pense que pour vivre beaucoup de stabilité dans sa vie, face aux situations, aux événements qui se produisent, il faut déjà pouvoir apprécier nos foules intérieures. Il faut déjà pouvoir apprécier le mouvement de ses pensées. Ça va vite en général. Notre mental tourne vite. Vous avez cette expérience-là, que ça tourne très vite. Quand on commence à méditer, moi je me souviens la première fois que je me suis assise, ce qui m'a épatée vraiment, c'est la variété des pensées que je pouvais avoir qui n'ont absolument ni queue ni tête. Enfin, qui n'avaient ni queue ni tête, et en me disant, mais c'est quoi ce... je veux dire, ce fouillis, hein? Et... dans le type de méditation qu'on pratique ici, on incite vraiment les gens à être un acteur dans sa méditation. Acteur et observateur, les deux. Acteur, c'est-à-dire un créateur. J'ai un matériau à l'intérieur de moi dont je dispose, c'est-à-dire des pensées, et je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire le plus beau, la plus belle sculpture en marbre, si belle soit-elle. Alors je peux faire une horreur. Je peux faire quelque chose d'inintéressant, du marbre cassé par exemple. Quand on médite, on est un acteur et on va créer de la stabilité dans ses pensées en façonnant. Un sculpteur, il va façonner chaque aspect de sa culture l'un après l'autre, de sa sculpture, pardon, l'un après l'autre. Il va pas sculpter tout d'un seul bloc. Si c'est une figurine humaine, il va se concentrer sur le nez, les yeux, les oreilles, tranquillement. Et nous, c'est la même chose. On doit apprendre à créer une à une nos pensées et surtout avoir du plaisir à les créer. Alors, on ne crée pas n'importe quel type de pensée. Comme vous le savez, on veut retrouver notre espace sacré. On rentre dans notre temple intérieur pour y découvrir quoi? Pour y découvrir notre petit yogi. Les fameux yogis assis dans les temples là, qui sont si beaux, si stables. C'est un mémorial de ce qu'il est possible de créer lorsque l'on médite. Ce qui m'émerveille quand je les ai regardés, c'est la stabilité. Chacun a un regard très très différent, mais un regard extrêmement stable, perçant, comme si chacun avait été pris en photo après la création d'une pensée. Je crée une pensée et hop, ça donne ça. Je vais vous donner un exemple. Je suis un être de paix et de silence. Clac, photo.
Je suis un être de paix, de silence et je ressens ça. Mes petits yogis, un autre détail qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils ont tous un léger sourire. Pas le super sourire qui vous monte jusqu'ici, mais un sourire très 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 doux. Qui est signe d'une qualité que l'on découvre beaucoup quand on médite, c'est un contentement, une satisfaction intérieure. Et c'est vrai que plus on voit tranquillement nos pensées ralentir en créant des pensées sur le soi. C'est important de créer des pensées sur le soi. Le soi, quand on médite, on le définit comme nous étant un être spirituel. On est une énergie. Est-ce que vous saviez ça, que vous êtes une énergie? On voit beaucoup de choses. On voit des corps, là je vois des paires de lunettes, des cheveux, des chandails, des jambes croisées, des croisés. On voit plein de choses qui définissent chacun. Et puis en même temps, c'est extraordinaire de se dire que derrière ce que l'on voit, il y a une énergie qui fait que j'ai choisi de mettre, comme vous le faites, mon pied sur la chaise. J'ai choisi de m'asseoir confortablement, les bras croisés. Chacun est maître de son moment. Et ça, c'est l'âme qui prend cette décision-là. Est-ce que ça s'entend? Non, vous avez juste émis une pensée. Moi je parle, vous parlez pas actuellement. Chacun son rôle. Mais si je me taisais, je penserais comme vous. Je me dirais, bon, ok, la conférence va se terminer à telle heure, qu'est-ce que je ferais? Bon, c'est pas le moment de penser ça. Je me dis, ok, j'arrêterai mes pensées, je rouvrirai ma bouche et je me dis, ok, je continue de parler. Mais c'est ça, vraiment de réaliser que on est tout le temps en train de penser et c'est à nous de déterminer la trajectoire de nos pensées, de l'orienter, nous ce qu'on aime beaucoup pour pouvoir avoir du plaisir dans la méditation, ce qui est très très important, c'est créer des ressentis. Cette stabilité, elle vient beaucoup quand on est dans un ressenti et les ressentis sont multiples. Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire en un mot ce qu'ils ont pu ressentir récemment, aujourd'hui, hier, en méditant? Une paix de l'esprit. Oui, qu'est-ce qu'on peut ressentir en méditant? Ou bien qu'est-ce que vous aimeriez ressentir? Pour ceux qui n'ont peut-être jamais rien ressenti. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais rien ressenti en méditant? Non? Ok. Oui. Vous êtes très, très stable, très calme. On ressent toujours. On finit toujours par ressentir quelque chose. Et c'est le but justement de la méditation. C'est d'avoir une intention à la base. C'est ça qui est vraiment important. Si je me sens un peu déprimée, que je me sens un petit peu comme il n'y a plus rien qui me motive. Ok, j'ai médité. Bon, sur quoi je pourrais méditer, d'après vous? Un peu d'espoir, un peu d'enthousiasme, un peu de joie. Ça serait un bon cocktail. Vous allez me dire, ouais, mais comment ressentir ça alors que je me sens complètement pas du tout dans cet état-là? Eh bien, ces qualités-là, c'est un peu notre patrimoine. Ça nous appartient. Même si je ressens l'inverse dans ma journée, il y a un trésor à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'ouvrir, de déverrouiller. Dans certains temples, ils ne vous montrent pas tout d'un seul coup, là. Il y a des parties où là, va falloir demander au responsable du temple d'aller trouver la clé sacrée. Il va venir, ok, d'accord, il est telle heure, je vais vous l'ouvrir, ok, je vais vous montrer le trésor.
Et donc tu arrives, et là tu vois une statue parce qu'il était telle heure et tu as eu de la chance et voilà, tu as eu le droit de voir tel dieu ou telle déesse qui est vénérée. Alors peut-être nous, ça nous fait ni chaud ni froid, mais pour des gens qui sont très fervents, religieusement, c'est comme « Oh waouh, j'ai vraiment découvert là un trésor aujourd'hui dans le temple ». Nous, c'est un peu la même chose. Il y a des qualités en nous, il y a des ressentis, il y a des expériences. C'est vrai, il faut aller les chercher, c'est verrouillé à l'intérieur de nous. Mais ça fait du bien d'aller les retrouver. Et ça, de faire l'effort, de méditer sur la joie, par exemple, la légèreté, de ressentir à quel point l'âme est une énergie si légère, si belle, si douce, si lumineuse. Ça génère énormément de légèreté et surtout d'espoir, de confiance en soi-même. On a besoin de ces moments-là dans notre vie. Parce qu'effectivement, dans plusieurs des situations qui viennent nous enlever notre calme, qui viennent nous dérober notre stabilité, bien souvent, c'est justement pour nous mettre au défi d'aller partager, d'aller manifester ces qualités-là en nous. C'est drôle, je pensais à ma grand-mère aujourd'hui. Comme ça, le souvenir m'est venu d'un seul coup et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je faisais le lien avec la stabilité. Elle est décédée il y a quelques années. C'était une femme que j'aimais beaucoup. Puis quand j'ai appris son décès, j'étais ici au Canada. Et je me demandais toujours comment j'allais réagir le jour où on m'apprendrait qu'elle allait décéder. Et puis je me souviens, c'est l'époque où j'avais commencé à méditer, ça faisait quelques années. Et non, finalement, j'ai accueilli la décision. C'est pas vraiment une décision, mais bon, vous savez, souvent on va dire quand quelqu'un choisit de partir, c'est une décision. Ça nous laisse seuls, mais paraît-il, l'âme choisit son moment. On peut choisir son moment de quitter. Et c'est ça, on m'avait appris, et c'est vrai, bon, personne nous quitte dans notre vie, ça nous fait toujours quelque chose. Puis bon, les mois ont passé, en fait, puis on me dit, oh, tu sais, on l'a pas... Ma grand-mère avait choisi d'être incinérée. Et on m'a dit, bon, ce serait bien qu'on fasse une belle cérémonie en famille, puis toi, tu pourrais rentrer en France et on pourrait tous être réunis pour justement enterrer les cendres. Et c'était là, je me disais, ah, waouh, mais comment je vais réagir à distance? C'est vrai que j'ai pas ressenti énormément de peine parce que je savais que bon, c'est la vieillesse et je pense qu'elle avait hâte de partir à la fin. Mais là, je me suis dit, hey, c'est sérieux, là, je vais rentrer, je vais voir ma famille, il va y avoir des émotions, je vais revoir des lieux que j'ai connus dans mon jeune âge, tout ça. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais garder ma stabilité? Et donc je rentre et je me rends sur les lieux, tout ça. Et je me souviens, ce matin-là, j'avais vraiment une très très belle méditation. Et la seule expérience que j'avais eue et qui était pour moi la plus belle, la plus précieuse, c'était vraiment une expérience très très profonde d'amour. Un amour mais infini, que je ressentais en moi. Vous savez, je vous parlais des trésors qui sont verrouillés, là où il faut la clé. Là, j'avais l'impression que j'avais une clé ce matin-là. Et j'avais ouvert quelque chose qui était très beau, très très doux. Et je me souviens, j'invoquais un peu l'âme de ma grand-mère, ou juste le souvenir de cette âme-là, de cette personne-là dans ma vie. Et c'est ça, je ressentais énormément de gratitude, de contentement, de joie de me dire, waouh, il m'a été offert de connaître cette personne-là. Et voilà, j'étais heureuse de ça. Et c'est vrai que dans ma méditation, j'étais juste amour pour ça.
Et je me disais, waouh, c'est assez incroyable quand même. On parle d'un décès là et bon, et je vis vraiment autre chose. Bon, je vais voir comment ça va tenir, hein, cette expérience-là avec la journée, avec les rencontres, tout ça. Et donc on se rend sur les lieux, je vois ma famille, tout ça. Bon, un enterrement, c'est jamais très joyeux. Euh, mais je me souviens, j'étais très sereine. Et en fait, vous savez, hein, quand on construit des meubles, vous avez sûrement dû voir des publicités Ikea ou des vidéos. Je sais pas, j'ai un flash qui me vient à l'esprit. Souvent, on va tester, hein, on va imposer une charge forte au meuble pour savoir si le meuble est solide. Puis s'il est solide, c'est bon, on le vend. Et là, je me disais, ah bah c'est ça, c'est un petit peu ça la méditation. T'as des phases dans ta vie, t'as des moments de ta vie où là, t'es en train d'être testé comme ton meuble et savoir est-ce que tu es capable de tout ce que tu as vécu en méditation, est-ce que tu es capable vraiment de le vivre là, maintenant, avec des gens qui sont dans la peine, qui sont tristes, qui sont pas forcément dans un bon état d'esprit et est-ce que ça tient la route là, ton affaire? Et en fait, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'est loin d'être banal de découvrir que l'on est une âme et surtout de se relier aux autres, hein, et de changer sa perception, changer son regard pour vraiment comprendre que chacun est une âme. Ma grand-mère, là, toute la journée, c'était clair. Que oui, c'était ma grand-mère dans le corps qu'elle avait. Hein, on parlait plus de corps parce qu'il y avait des cendres. Ok, c'était jadis le rôle, hein, de cette âme-là, c'était ma grand-mère. Mais pour moi, je me disais, ça y est, ce rôle-là, c'est terminé. Je pensais pas au centre, je pensais à l'être. Pour moi, il y avait un être qui était parti. Hein. Vous avez déjà fait cette expérience-là dans un salon funéraire? Vous voyez quelqu'un qui est exposé, puis c'est pas du tout la personne que vous avez connue. Il y en a qui ont déjà fait cette expérience. Moi, je me souviens un jour, j'avais découvert comme ça quelqu'un ici que je connaissais pas du tout ici, mais quand même, quand je me suis approchée de on m'avait invitée à ces funérailles-là. Quand je m'étais approchée en me disant, et j'avais vu une photo de la personne à côté, je comparais la photo et la personne, je me dis, attends, c'est pas la même personne. Et ça, pour moi, c'est la preuve évidente que ce qui va animer le cadavre, on va dire, la vie, hein, la force de vie, terminé, c'est parti, ça s'est envolé. Hein. J'aime vraiment l'image de l'envol. Hein. C'est comme s'il y avait un oiseau, il y avait quelque chose qui jouait, qui vibrait, qui chantait, et hop, terminé, et c'est inerte, inintéressant. C'est pas beau à voir. C'est comme un rocher. Hein, c'est ok, inerte. Mais la vie, elle est partie, s'envoler ailleurs. Hein. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et pour moi, cette conscience-là, qui vient justement avec l'apprentissage de la méditation, qui vient beaucoup avec ces enseignements que l'on découvre dans le Raja Yoga, permet de forger tellement sa conscience sur quelque chose qui devient réel. Pas juste, ok, je suis un être immatériel, les autres aussi, je le crois. Hein. Pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Hein. Éventuellement, ok, je l'accepte. Mais par contre, dans la méditation, c'est, je l'écoute, ça m'intéresse, ok, maintenant. Je m'assois avec ça et je le ressens. Oui, je ressens que, waouh, il y a une énergie en moi qui vibre et c'est moi. C'est l'être de lumière, c'est la paix, c'est le calme. Est-ce que vous l'avez ressenti tout à l'heure en méditant? À quel point c'était vraiment agréable, hein, ce silence qui s'est déposé dans la salle.
Et donc, pour revenir à mon histoire, bien, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y en a eu des émotions ce jour-là. Et moi, ce qui m'a émerveillée pendant cette journée-là, c'est cette stabilité qui était pour moi nouvelle, de me dire, c'est pas une stabilité où je me suis dit non, il faut que je sois stable, faut que je sois maître de mes émotions, faut que si je commence à... Vous savez, quand on est près des fois de pleurer, il y a comme quelque chose qui tremble en soi, il faut que je me maîtrise. Non, il n'y avait même pas ce genre de choses à penser, c'était non. On se calme, la vie est partie et elle a son voyage et je respecte le voyage de l'âme et beaucoup, 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 beaucoup de bons souhaits pour l'âme. Parce que tu continues ta route, tu continues ton chemin, on s'est croisés, puis je te souhaite le meilleur. Puis juste ces pensées-là étaient tellement vraies parce que l'expérience d'amour que j'avais vécue le matin était comme tellement belle que rien que ça, là, ça nourrissait les racines de mon arbre. Tout à l'heure, on a pu ressentir à quel point l'arbre de la stabilité, eh bien, faut l'enraciner. Ces racines-là, c'est tout simplement l'expérience. Plus on fait des expériences, qu'on s'assoit en silence, qu'on est bien, plus on est capable de donner sens à ce que l'on vit. Pour moi, c'est vrai que j'avais assez on va dire, de bagages spirituels pour donner sens à ce que je vivais. Ok, d'être capable d'accompagner l'âme dans son voyage, puis je veux dire, ok, bye, lui envoyer vraiment des bonnes pensées. C'est déjà un créateur plutôt que subir la situation. Quand on est dans la mort avec un grand M, c'est autre chose. On parle plus d'âme, on parle vraiment là de ce qui se passe, puis on parle de perte. Il me manque quelque chose, il me manque quelqu'un. Quand on parle de vie à un niveau vraiment illimité, spirituel, tout de suite, les horizons s'élargissent, le cœur s'élargit. On laisse aller nos désirs. Oui, j'aurais aimé la retenir. So what? Et alors, on est tous... personne ne peut vraiment avoir de prise sur nous. Notre cheminement, notre chemin de vie nous est propre. Quand ce sera le temps de partir, ce sera notre heure. Et on l'aura choisi. Et moi, je me dis toujours, j'aimerais vraiment terminer vraiment en étant profondément contentée. Mourir comme vivre, ou vivre comme mourir. Me dire, pour moi, une des plus belles valeurs qui fait que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, c'est le contentement, c'est d'essayer de se créer des moments de plénitude là où parfois c'est pas la plénitude en apparence, où tu te dis ah ouais d'accord, non ça me convient pas du tout comme situation, là j'ai un potentiel à me mettre en colère, à exploser, et tu te dis non, qu'est-ce que j'apprends dans mes cours de méditation? J'apprends que non, j'ai la capacité à observer ce qui se passe, à donner sens et à me poser toujours la question, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? Pourquoi ce test-là est venu à moi? C'est ça la méditation. C'est bien sûr, la méditation va nous amener à nous poser, nous stabiliser dans le silence, mais c'est aussi après toutes les réflexions de sagesse, on va dire, qui vont venir nourrir notre regard sur ce que l'on vit. On parle souvent en termes de problème. J'ai un problème. Le problème, il existe tant que je lui donne du pouvoir, de la force. Oui, il y a un problème. Si la méditation, ce que ça amène, c'est, pour résumer, je veux dire en un mot, c'est beaucoup de détachement. Je me détache. Tout à l'heure, il y avait un peu de bruit dans la pièce, il y avait du mouvement, c'est normal. Les gens arrivent, on a notre journée, on se place, on se pose. Des fois, il n'y en a pas qui ont envie de méditer tout de suite, parce que je comprends, je respecte. Comment je me place dans l'assemblée avec tout ça? Est-ce que vous avez eu ces pensées-là? On dit, ok, comment je retrouve mon état d'esprit là?
ça demande un effort. Ça demande un effort. Il y en a qui vont tousser, il y en a qui vont se gratter, il y en a qui vont changer de position. Il y a du mouvement. Comment je choisis de voir tout ça? Est-ce que ça m'incommode? Est-ce que ça fait trop de bruit? Est-ce que quand est-ce que ça commence? Est-ce que j'ai mal aux pieds aujourd'hui? Est-ce que ça fait référence à des choses que vous avez vécues récemment? Oui, on a ce qu'on appelle tous des irritants. C'est ce qu'on appelle, c'est le terme à la mode. As-tu un irritant en ce moment? Oui, j'en ai plus d'un. On a tous des irritants. Mais c'est un jeu. Saviez-vous que c'était un jeu? C'est juste un jeu. On est là pour jouer. Quel sens je donne? Du moment où je me relie différemment à la scène, à la situation, puis que je me place en observateur, l'irritant n'est plus un irritant. Je dirais c'est. C'est drôle, mais aujourd'hui, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont un petit peu, potentiellement, qui auraient pu me déstabiliser. C'est normal, j'avais une conférence sur la stabilité, il fallait bien que je sois testée un petit peu, forcément. Et c'est drôle, la seule expression que j'avais dans ma tête, c'était « c'est ». Il se passe ça, c'est. Même pas, il n'y a même pas un qualificatif qui venait, je me dis c'est bizarre. Et après j'ai réalisé, oui, en anglais on dit « it just is ». Ok, c'est. Et j'aime ça en anglais, je me dis, ça sonne bien, c'est... On pourrait dire en français, c'est comme ça, mais le c'est comme ça, je me dis, non, c'est un peu comme, ok, je me résigne, c'est comme ça. Mais à chaque fois, c'était, c'est... C'était vraiment, j'utilise même pas de qualificatif pour essayer de réduire la scène ou la situation. Oui, on pourrait le voir comme ça. Pour moi, c'est pas l'inertie, c'était vraiment le fait que c'est comme ça que c'est, mais moi je suis là, je suis bien. Ok, je m'ajuste. Ok, il se passe ça. Ok, très bien. Ok. Puis à chaque fois, c'est des ok. Puis je me dis comment tu le sens, est-ce que ça boue à l'intérieur? Non, ça va. Et je me suis rendu compte que, non. On a cette capacité-là en nous de s'ajuster. Il y a une belle image qui me vient à l'esprit. J'aime beaucoup faire du ski. Ça fait un petit bout, j'en ai fait maintenant. Vous savez, les skieurs qui font des pentes puis qui surfent. Et je prends un tournant. Et c'est très beau. Ils vont vraiment onduler avec leur corps. Et leurs virages sont très très bien faits. Puis, vous savez, quand on apprend à skier, au début, t'es là sur tes deux skis. Puis t'es pas très stable. Puis souvent, t'es plus écarté que serré. Et ce que j'adore dans les bons skieurs, c'est que les skis là, ils restent vraiment collés. Puis c'est superbe, c'est très élégant. Et je me suis dit, mais c'est ça, vraiment une vie où tu restes, tu es capable de rester stable. C'est un super skieur, et tu descends ta pente et c'est un tournant, c'est ok. Et il y a une expression que j'aime beaucoup au Québec qu'on m'a apprise, je pense que c'est l'année dernière, dans une situation, c'est que ben oui, mais toi c'est sûr tu te retournes toujours sur un dissous. Vous connaissez cette expression-là? J'ai tellement aimé, je me suis dit mais un dissous c'est minuscule, comment tu peux te retourner sur un dissous? Pour ceux qui nous suivent en ligne, faut venir au Québec, voir la taille des pièces de dissous. C'est minuscule, mais c'est vraiment la danseuse qui fait sa pirouette de manière super élégante. Puis ça y est, elle a fait son tour 360 degrés, mais elle est stable, elle n'est pas tombée par terre. Et c'est un petit peu ça, c'est se dire que quand on médite, quand je reviens à mon yogi au tout début, cet indien Ram Prakash dans ses tours jumelles, ce qu'il disait beaucoup, c'est pas de pensée, ça m'a épaté. Vraiment, il était lui-même surpris d'avoir très 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 peu de pensée, savoir quoi faire et être vraiment bienveillant et avoir mené son projet jusqu'au bout, sortir son équipe de la tour.
Mais il nous disait, ça là, j'ai réalisé que c'est l'accumulation. Une méditation, une autre méditation, plusieurs minutes de silence, des moments de paix, des moments d'harmonie, des moments de contentement. Il me dit, finalement, je réalise que ma vie, des fois, on médite, il se passe pas grand-chose, tout ça, on fait sa petite routine. Il me dit, ben moi, je médite tous les jours, je manquerai jamais ça. Mais oui, des fois, il y a des méditations qui sont meilleures que d'autres, puis des fois, ça lève pas. Mais il nous disait, tu sais, vraiment l'important, c'est la récurrence. Sois stable. Apprends à méditer, oui, mais donne-toi la chance. Fais tes méditations l'une après l'autre. Crée une routine, crée une stabilité. Ne juge pas tes méditations. C'est c'est ni mauvais, ni super génialissime. Sois très neutre. Si tu as une très belle méditation, va pas sauter au plafond. Reste très stable. Pour terminer, justement, la qualité que je trouve qui résume bien la stabilité et qui nous équipe vraiment par rapport à n'importe quelle situation. Pour cultiver cette stabilité, c'est vraiment l'équanimité. L'équanimité, c'est vraiment rester égal, quoi qu'il arrive. Ni monter trop dans les extrêmes d'un côté, en positif, ni descendre trop dans le négatif. Des fois, on peut être dur envers soi. On peut se juger. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont mal jugé leur méditation en disant « coudonc, il se passe rien ». Ça lève pas, puis d'abord je suis nulle, puis j'y arriverai jamais. Non, on veut pas ça. Mais en même temps, vous allez me dire, bah attends, la vie va finir par devenir plate. Non, c'est important de se réjouir aussi et d'apprécier. Mais c'est ça, ce que j'aime beaucoup dans le c'est cet état toujours de non-jugement. Moins on juge, mettons une personne s'adresse à vous et vous manque de respect, puis vous êtes capable de vraiment accepter la scène, l'acteur, tel qu'il a joué son rôle. Bravo. Du moment où on ne pose pas de jugement, on reste dans un état d'équanimité. Moi, souvent, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, la personne a fait du mieux qu'elle a pu. Nous aussi, vous vous souvenez peut-être des erreurs que vous avez pu commettre dans votre vie. Est-ce que vous avez fait du mieux que vous avez pu? Ah bah oui, mais j'aurais pu faire mieux. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais là, maintenant, dans cet instant-là, vous avez fait du mieux que vous avez pu. En fonction de votre contexte, des conditions ce jour-là. Alors, cultivons la stabilité avec cet aspect d'habitude, de routine dans la méditation, de non-jugement par rapport à soi-même. Et c'est ça qui nous donne ce pouvoir-là de faire face, de rester calme, tranquille, d'être observateur avec les montagnes russes de la vie. On va méditer ensemble pendant quelques minutes. Alors, je vous invite à vous installer bien confortablement sur votre siège. On va imaginer qu'on est sur un piédestal. Imaginez que vous êtes un petit yogi en Inde, dans votre temple. Alors, je vais vous inviter à prendre une bonne inspiration. Expire, on se détend. Je vous inviterai à prendre contact avec un ancrage, le souffle, la respiration. Ressentir vos poumons qui s'emplissent et qui se vident d'air tranquillement, naturellement.
Prenez un moment pour ressentir la température de votre corps. Est-ce qu'il y a des zones plus chaudes que d'autres? Est-ce qu'il y a des parties qui sont plus refroidies? Et placez-vous dans un état de neutralité, d'observation. C'est tel que cela doit être. Prenez un moment pour ressentir les zones de chaleur dans votre corps. Imaginez cette chaleur prendre de l'expansion, aussi sûrement que le sang dans vos veines coule et irrigue partout dans votre corps. Imaginez maintenant que vous êtes au seuil d'un temple magnifique. C'est le temple de votre conscience. Vous y entrez lentement, pas à pas. Chaque pas est assuré. C'est un pas de calme, des pas de calme, des pas de tranquillité. Marchez dans le temple et vous voyez un siège qui vous attend. Un siège en marbre blanc. Vous vous y déposez tranquillement, confortablement. La température est parfaite. Il y a une brise très douce qui caresse votre visage. Et vous vous dites que vous êtes particulièrement bien là maintenant. Vous êtes en paix avec vous-même. Il y a peut-être d'autres pensées qui tentent d'interférer dans votre méditation. Et vous les imaginez comme les nuages qui vont et qui viennent au-dessus du temple, dans le ciel, très loin, très haut. Ces nuages, vous n'y accordez pas trop d'importance parce que vous êtes bien sur votre siège. Vous êtes bien dans votre paix. C'est ce qu'il y a de plus sacré en vous là maintenant. Vous êtes stable. Prenez quelques moments, quelques secondes de silence pour apprécier la quiétude qui habite votre esprit. Ramenez-vous maintenant ici à Montréal, sur votre siège. Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même, la même, stable. Votre vie dehors vous attend et vous allez sortir tranquillement du centre, aussi lentement et sûrement que vous êtes entré dans votre temple intérieur. Vous êtes le maître.
de votre vie, de chaque instant que vous avez envie de créer. Et votre mantra magique, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'essayer de tirer le meilleur parti de chaque scène avec philosophie, humour et optimisme. Om Shanti. Om, je suis. Shanti, la paix. Alors, je vous invite tranquillement à revenir à Montréal. Le voyage en Inde est terminé. C'est agréable hein, de pouvoir vivre ensemble des moments comme ça de silence. Alors je vous souhaite une très belle fin de soirée, très belle semaine. Si vous avez envie de voyager un peu plus longuement en Inde, on a des belles choses à vous montrer vendredi soir, photos, supports visuels à l'appui. Vous êtes les bienvenus. À très bientôt.